Bonsoir. Alors, je vais vous présenter quelques travaux que j'ai faits sur le NTFS. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter NTFS, plus particulièrement la MFT, comment c'est fait. Puis, tout ce qui est aspect forensique lié à NTFS, les malwares, comment ils peuvent jouer avec ça, et enfin, des vulnérabilités. Donc, pour la présentation, je m'appelle Stéphane Lebert, je travaille à Sogeti et SEC dans le lab de R&D. Et je vais vous présenter aussi comment j'en suis arrivé là à regarder NTFS. Alors, une petite histoire. En gros, c'est à Sogeti, on a développé une offre de recherche de compromission sur tout ce qui est donc malware type APT, donc inconnu. Et on a donc des contraintes que n'ont pas forcément les autres. Par exemple, un matin, je discutais avec un collègue, et puis on fait « Ah ouais, quand on va lister les fichiers sur un PC, comment est-ce qu'on peut être sûr que la liste qui nous renvoie est la bonne ?» Parce que s'il y a un rootkit, donc un malware en noyau, bah, il va nous afficher que les fichiers qu'on veut. Et nous, on aimerait bien tout avoir. Donc on fait, ouais, non mais on va faire un accès en RAW sur le file system, donc un accès directement sur le disque, ça c'est possible à faire, et donc comme ça on va pouvoir dumper la table d'indexation. Ouais, carrément, mais le problème c'est que l'MFT c'est gros, et nous on n'a pas autant de place sur des milliers de postes. Ouais, donc bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va la parser directement sur le host, et comme ça on va récupérer que ce qui nous intéresse, on va pouvoir faire des différentiels entre ce qui est en brut sur le disque et nous, ce qu'on voit de façon logicielle. Donc ça sentait déjà l'idée de merde à ce moment-là. Donc bon, j'ai fait si, allez, challenge accepted, je vais recoder un parseur NTFS. Franchement, si vous, à un moment vous vous dites ça, il y avait déjà des gens qui avaient recodé des parseurs NTFS, ils m'ont dit, tu pleures du sang. Je confirme, pétez-vous une jambe plutôt que de faire ça, vous gagnerez du temps. Donc à ce moment-là, c'est parti en couille. Donc, NTFS, quand on parle de NTFS, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de fichiers qui est apparu avec Windows NT 3.1 en 1993, donc c'est pas tout jeune, ça va 25 ans. C'est un système qui n'a jamais cessé d'évoluer. Depuis donc NT 3.1, il a continué, il y a des choses qui sont arrivées en plus, des ajouts de log et ainsi de suite. Et la plupart du temps, on voit qu'on est sur un système NTFS. Quand on va formater une clé USB ou quoi que ce soit, il va nous proposer les systèmes de fichiers. Et à ce moment-là, on choisit NTFS. Donc c'est la plupart du temps là qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur du NTFS. NTFS, au début, je me suis dit, je vais prendre les docs de MS, et puis je vais prendre le format, et puis on va le coder, ça va bien se passer. MS n'a pas fourni de doc. Donc j'ai réussi à trouver sur Internet à peu près 130 pages de docs non officiels, qui sont bien. Mais bon, elles ne sont pas à jour, et c'est de la doc non officielle, donc c'est ce que les mecs ont à peu près compris, soit en reversant, soit en regardant les file systems. Donc ouais, c'est bien. Alors maintenant, pour pouvoir coder mon parseur, il va falloir que je débug, il va falloir que je regarde des choses. Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Qu'est-ce qui vous permet de débugger un disque, un volume NTFS ? Perso, j'avais juste un éditeur exa, donc c'est parti, YOLO. Alors, déjà, pour qu'on parle tous bien de la même chose. Là, on a la grosse barre, c'est donc nos disques durs. Nos disques durs, il y a un secteur d'amorçage qui s'appelle le MBR. Et on a un système de partition derrière. Donc là, je vous ai mis le C2 points, donc c'est celui de mon PC. Le MBR, donc il y a 4 partitions principales qui peuvent être appelées. Le MBR va sauter vers un VBR, qui est le VBR, et dans la partition NTFS du volume. Donc c'est de là qu'on va partir, puisque quand on ouvre le C2 points, on a ça. Et ça, c'est le VBR. C'est pas le MBR, c'est le VBR. Donc, c'est pas super attrayant comme ça. Mais bon, on va mettre un peu de couleur, ça va peut-être aider un peu. Alors, en gros, en violet, on a tout le code exécutable. Donc, on voit au début, on a EB52, qui a un jump sur 52 après. On revient sur le FA 33 C0, tout ça. Et on va avoir quelques infos intéressantes. On a, par exemple, en bas à droite, 55 AA. Ceux qui font du forensic doivent connaître cette valeur, c'est pour tout ce qui est secteur d'amorçage, dire que c'est bootable. On va avoir également en vert, en haut, la taille des secteurs. Alors ceux qui font du forensic également savent que sur un disque dur, la taille des secteurs c'est 512 octets. Et là on a 0x200, c'est du Little Endian, donc il faut inverser. 0x200, donc ça nous fait 512 octets. À côté, on va avoir le nombre de secteurs par cluster.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous formatez un disque en NTFS, il vous propose des tailles de cluster. Donc là, il y a 8 secteurs par cluster, donc 8 fois 512 octets, ce qui fait 4096 octets par cluster, ce qui est un peu standard. En gris, on va avoir le nombre total de secteurs sur le disque. Pour vérifier que c'est bien mon disque, on fait la petite... donc on prend ça, on multiplie par 512, donc la taille des secteurs, et on divise quelques fois par 1024, et on va arriver à 465 gigas, donc c'est bien mon disque, super. En rouge, on va avoir l'adresse d'offset de la MFT. La MFT, c'est la majorité du talk va se baser sur la MFT. C'est le système d'arborescence de NTFS. Et donc, pour y aller, tout simplement, on prend la MFT, l'offset, c'est le numéro de cluster qui correspond, et on va y aller. Donc ça fait 0xC0000, donc fois la taille d'un cluster, enfin fois les clusters, et on arrive à 3 gigaoctets. Donc la MFT commence 3 gigaoctets plus loin. Alors, la MFT, quelques éléments basiques. Une MFT, c'est plein de nodes qui vont être consécutifs. Chaque node a une taille de 1024 octets. Chaque node est un fichier. Peu importe, en gros, il y a plusieurs types, mais chacun sera pour un fichier. Si on prend un numéro de node, par exemple le 96, ça sera l'entrée de la MFT plus 96 fois 1024, puisque chaque node fait 1024 octets. Alors ça, oui, mais pas toujours. Surtout pour ceux qui jouaient un petit peu avec des PC sous XP et avant, on devait souvent défragmenter notre PC pour qu'il rame un peu moins. La MFT, elle est aussi fragmentée sur disque. Et comme elle est fragmentée, c'est pas forcément le même inode. Mais ça, on y reviendra après. Un point important, c'est que chaque fichier qui peut être stocké entièrement dans un node l'est. Si vous créez un fichier toto.txt, que vous écrivez tata dedans, vous refermez, tout sera dans le node, parce qu'il y a assez peu d'informations, on est largement en dessous des 1024 octets, et donc tout sera dans le node. Il ne vous aura pas écrit autre part sur le disque que dans votre MFT. Enfin, les nodes de 0 à 31 sont pour le management des internals NTFS. Ça aura son importance parce que c'est les éléments qui permettent à une NTFS tout simplement de tourner. Alors quand on regarde un disque dur, avec Explorer, on va voir donc les différents dossiers, fichiers qui vont nous donner des arborescences. Donc jusqu'à là, on connaît à peu près le système. Maintenant, si on regarde avec un parseur RAW, un parseur en brut, et là, on va avoir beaucoup plus de choses. On va avoir $boot, $MFT, $volume, point aussi, point qui est un répertoire. On voit qu'il y a plusieurs répertoires. On a entre autres $extend. On a également recycle bin et point. Recycle bin, on voit, l'inode, c'est 57. 57, on n'est pas dans les inodes de management. Donc, ça veut dire que recycle bin n'est pas indispensable à NTFS pour que ça fonctionne. Le point, l'inode numéro 5, c'est un répertoire. Donc, et ce répertoire pointe tout simplement sur les listes des fichiers qui sont à la racine. Parce que sinon, si on arrivait et qu'on n'avait pas de liste de fichiers à la racine, on ne saurait pas qu'est-ce qu'il y a dans notre clé, dans notre disque dur ou quoi que ce soit. Et on peut remarquer aussi la chose intéressante que la $MFT, qui est notre MFT, commence à l'inode 0. Il y a des très bonnes raisons pour ça. Alors, on voit qu'il y a donc des fichiers, des dossiers qui ne sont pas visibles depuis Explorer. Est-ce que c'est juste Explorer qui ne les montre pas, comme il nous chante certains dossiers quand on parcourt le disque, ou est-ce que c'est vraiment que le noyau ne lui les remonte pas? Pour ça, on va essayer d'aller dans la extend, et ça nous dit « Ah non, mec, non, ça n'existe pas ». Donc, ok, c'est que Explorer ne peut pas les voir. Si on liste en row $extend, on va voir qu'il y a plusieurs autres dossiers derrière, dont un autre sous-dossier, qui est RM Metadata, et on voit qu'il y a $LSN Journal. Ceux qui font du forensic sur NTFS connaissent sûrement aussi LSN Journal, qui a toute une suite de logs. Et on voit l'inode qui est très élevé. C'est également que ce n'est pas un fichier indispensable à NTFS. Alors, on va maintenant regarder un node. Donc, quand on arrive donc à 3 gigas, on a ça. Donc, c'est pas super accueillant non plus. Donc, on est sur le node ID 0. On va mettre un peu de couleur pour s'y retrouver. Alors, on a le premier chunk en bleu clair, là. On va avoir le magic en haut.
le magic, c'est tout simplement les 4 caractères file. À côté, on a l'update offset, l'update size. On y revient juste après. On va avoir les attributs, l'ID de référence. Donc là, il est à 0. C'est normal, on est sur le node 0. Mais si on était sur le node 52, il sera à 52. Résultat, même si vous prenez un node indépendamment et vous ne savez pas à quelle adresse il est, vous aurez quand même, enfin un node ID, les 1024 octets, vous saurez quand même quel node c'était son numéro sur le disque. Ça, c'est important. On va également avoir des flags pour dire si le node est utilisé, libre, ou si c'est un répertoire. Alors, je vais vous parler des update offset. En gros, chaque node a un système de contrôle d'intégrité. On va avoir là donc DB-A2 qui va être recopié à 2 endroits. Donc à la fin, donc à 0x1 FE et à 0x3 FE. Et il va vérifier est-ce que c'est bien ça. Si c'est bien ça, c'est que notre node est bien bon et c'est nickel. Mais le problème, c'est qu'on perd des octets. Et là, il a écrit sur des octets qui peuvent nous servir. Donc, il a eu une très bonne idée, c'est de prendre les octets d'après pour les réécrire là où il y a les octets de validation, de contrôle d'intégrité. Donc ça, en contrôle d'intégrité aujourd'hui, c'est non. Donc quand on voit un système de contrôle d'intégrité comme ça, on dit déjà ça pue la merde. Mais bon, c'est fait, ça marche bien. Et faut faire avec. Alors ça, pour info, au début, j'avais pas tout de suite pris en compte. Je me suis vite retrouvé avec des nodes complètement fuckés. On va passer sur la suite des nodes. Alors, sur la suite des chunks dans les nodes. On va avoir à chaque fois les 4 premiers octets qui vont nous désigner le type. On va également avoir la taille qui est allouée pour chaque chunk. On va avoir un octet qui va nous dire si c'est résident ou non résident. Ça aura son importance, on va voir. La longueur et l'offset du nom, la longueur du nom. Chaque champ peut être nommé. Alors, le type, c'est très important pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le chunk. Et la taille, ça va être intéressant pour savoir où se situe le prochain chunk. Là, on voit 0x60. Si on va 60 octets au-dessus, on arrive sur le orange. 0x68, on arrive sur le bleu, et ainsi de suite. Donc, je vous disais, il y a un octet qui va nous dire si le chunk est résident ou non résident. Tout simplement, si c'est résident, ça veut dire que toutes ces informations sont contenues à l'intérieur de lui-même. S'il est non résident, ça veut dire que c'est stocké autre part sur le disque dur parce qu'il y a trop d'infos et ça ne tient pas dans les 1024 octets. On reste toujours sur nos 1024 octets. On va avoir également la taille des données et l'offset où c'est stocké, dans le cas où c'est résident. Dans le cas d'un non-résident, c'est le cas ici de mes données, c'est normal, à la fois on est sur $MFT, il ne tient pas dans 1024 octets au niveau des données. Après également. Alors, on va avoir cette fois-ci un autre flag qui va nous dire si c'est compressé, chiffré, tout ça. Et on va surtout avoir donc VCN start, VCN end et les data runs, l'offset des data runs. Les data runs, c'est ça qui fait votre fragmentation et qui va pointer vers vos données. Là, on est sur le chunk 0x80, donc data. Et ça va directement pointer vers les données de votre fichier. Les data runs, en gros, voilà la description littérale de ce que c'est. Alors déjà, on oublie, on parle plus en octets, les octets c'est surfait, on parle en nibble. Donc pour info, un octet c'est 2 nibbles. On prend l'octet, là, 0x1, 2, on split. Le 1 c'est un nibble, le 2 c'est un autre nibble. Donc ça part simple aussi. Alors, le premier nibble va nous donner la taille de l'offset, et le deuxième nibble va nous donner la taille de la longueur. Sachant que le premier nibble encode la deuxième valeur qu'on va récupérer, et le premier, et le deuxième, la première. Donc, c'est un peu la merde. Surtout qu'après, on parle plus en nibble, après on parle en octet. Parce que voilà, c'est nibble x2. Donc ça, c'est dans la doc, enfin la doc non officielle. Et oui, et puis il y a aussi toutes les adresses sont, donc on a vu en taille dynamique, mais elles sont aussi signées. Donc c'est en taille d'entier signé dynamique. C'est génial. Alors, on va faire ça un peu plus clair. On va prendre un exemple de data runs. En gros, si on prend ça, on va le disséquer et ça nous donne ça. On a donc 2 qui va nous donner la taille, donc 0x100 derrière, 1 qui va nous prendre la taille 1 octet, donc 14, 1, donc après 10, 18, et à la fin on voit 2 avec 0x88, 00 et 1
avec 0x20. En gros, ça veut dire à l'octet 100, on va lire 14 octets, 0x14. Puis après, on est en relatif. On repasse plus 0x18, on va lire 10 octets, plus 0x15, on lit 5 octets, et après, 0x8800, le bit de poids fort, il est à 1, donc c'est signé, c'est en négatif. Et donc, on va lire 20 octets à l'adresse moins 30 720. Donc ça, c'est génial, c'est un bonheur à parser, et ça sent le truc qui a été bien pensé au moment de le faire. Alors, il y avait sûrement des contraintes de taille qu'il fallait respecter, mais bon, ça pique un peu les yeux. Alors, on arrive donc sur tout ce qui est type, les différents nodes qu'on a, les différents chunks dans les nodes. On va avoir quelques types, donc tout ce qui est standard information, file name, data, les index root, index allocation et reparse point. On voit que chaque début de chunk commence par l'identifiant. Ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qui est stocké à l'intérieur du chunk. Si on prend les standard information, on va avoir tout ce qui est date de création, date de modification, date de changement de la MFT et date de lecture. Toutes ces informations donc, vont être très importantes en forensique principalement. Et même nous, quand on regarde les fichiers en temps normal, le MFT change est assez important parce que c'est quelque chose qui n'est pas censé changer trop souvent. C'est quand on modifie le node. Et on va aussi avoir les permissions DOS, qui ne nous intéresseront pas ici. Après, on va avoir donc le file name. File name, on voit qu'il y a des informations redondantes. On va avoir encore une fois plusieurs times qui vont être présents, à peu près les mêmes grosso modo. Mais on va aussi avoir l'identifiant parent, donc le node parent. Là, on est sur $MFT. Je vous ai dit, il est stocké dans la racine. La racine, c'est le point, donc l'identifiant 5. Et bien ouais, on est bien au parent node à 5. On va également avoir la taille du fichier, la taille allouée et la taille utilisée du fichier. On va savoir si c'est un répertoire, si c'est compressé, tout ça. La taille du nom, puisque là on est sur le file name, donc ce serait bien qu'on ait le nom, et le nom du fichier à côté, qui est $MFT. Donc là c'est bon, on a déjà nos informations sur la date du fichier, son nom et la taille qui lui est allouée. Maintenant, on va passer aux données. Donc les données, on arrive sur un data runs. Et le data run, c'est ce que je vous ai expliqué avant. On va pouvoir crawler comme ça sur le disque, de chunk en chunk, les informations. Donc ça, on est en no-résident, puisque tout n'est pas stocké dans le chunk. On va regarder un répertoire maintenant. Alors, j'ai encadré en haut à droite, en blanc, $extend. C'est parce qu'on est dans le répertoire $extend. Donc on est en train de regarder l'inode de $extend. Et j'ai encadré un autre truc qui est $i30. $i30, en fait, c'est un indicateur pour dire qu'on est sur un répertoire, on est sur un directory. C'est important à savoir. Après, on va avoir plusieurs informations qui nous intéressent pas forcément ici. Je vous les ai mises pour savoir ce qu'il y a dedans. On va avoir donc la taille des entrées qui seront contenues dans notre node. Enfin, dans notre répertoire, l'offset de ces entrées, les flags. Et surtout, après, ce qui va nous intéresser, c'est la liste d'index entry qui vont se chaîner. Donc, dans chacun, on va avoir la référence du node qui est présente, la taille de l'entrée, le node parent. Donc, on va encore une fois pouvoir savoir qui est stocké où. Les différentes times qui sont appliquées, donc encore une fois à peu près les mêmes, la taille allouée et le file name. Et ça va chaîner sur chacun des nodes, enfin sur chaque élément à la suite. C'est une liste d'index entry qui vont tous se chaîner et comme ça on va savoir tous les fichiers qui sont dans tel répertoire. Si jamais la liste est plus grande que ce qu'on a dans le node, donc plus grande que 1024, il va mettre en data runs, il va repointer ça dans notre disque dur, et on va avoir un tag, donc une signature avec INDX au début. Encore une fois, une liste d'update offset avec les tailles après.
Et après, une autre liste d'index entry. Enfin, on va voir tout ce qui est reparsepoint. Alors, il y en a sous Linux, vous devez certainement connaître les liens symboliques. Sur Windows, on les a aussi, les liens symboliques. C'est un peu moins connu, mais il y en a. Globalement, on va juste dire, tel fichier, en réalité, il pointe vers tel dossier. Ou tel dossier, plutôt, pointe vers tel dossier. Là, je suis sur le dossier c'est user all users, qui en fait va pointer dans ces programmes data. Donc quand vous allez dans all users, en fait, vous allez dans programme data. Donc ça peut être utile. Ça s'appelle des fichiers des répertoires de jonction. Alors, d'un aspect forensique, avec ce qu'on a vu là, qu'est-ce qui peut être intéressant? En gros, un fichier, un node, est utilisé ou non, mais il peut être libre. Donc, quand il est libre, c'est juste le flag. Vous avez vu le flag au début qui nous dit ouais, est-ce que c'est un répertoire, est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est libre? S'il est libre, c'est pas forcément qu'il a été réécrasé. Donc on peut avoir des fichiers qui sont libres, mais qui peuvent être relus. Et c'est comme ça que certains outils de forensique fonctionnent pour vous dire tiens, il y avait tel fichier à cet endroit-là, voici le nom, tu peux dumper les données, il n'y a pas de problème, tout est là. Et ça c'est top parce que juste en parsant comme ça, juste en crawlant un peu, on va pouvoir récupérer des fichiers effacés avec le nom, le répertoire dans lequel ils sont, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a aussi un point intéressant, c'est que toutes les données d'un node seront contenues dans les 1024. Donc ça veut dire que même si les données sur le disque dur ont été effacées à côté, on va quand même, si tout est contenu dans le même node, on va quand même pouvoir les récupérer. Autre chose d'intéressant, c'est qu'on va avoir le node parent. On a vu qu'il y avait plusieurs fois le node parent qui était pointé. Donc grâce à ça, en fait, juste en prenant la MFT, on peut crawler toute la MFT, on prend les identifiants des parents et on va pouvoir se refaire l'arborescence du disque dur, juste avec la MFT, sans forcément avoir toutes les informations de répertoire. Autre chose d'intéressant, on a les timestamps. Les timestamps, ils sont stockés à plein d'endroits, on en a vu 3. On a les standard information, on a le file name également qui va les avoir. Quelque chose d'intéressant sur le file name, c'est que ces données-là ne sont écrites qu'à l'écriture du node. Elles ne seront pas réécrites après. Quand vous faites, pour ceux qui développent un peu des malwares ou ce genre de trucs, quand vous faites set file timestamp, vous allez écrire dans standard information, pas sur file name. Résultat, même sur des fichiers où vous regardez quand vous installez un Windows, vous avez vos fichiers qui sont par exemple en 2013 alors que vous l'avez installé il y a une semaine. Si vous regardez, vous aurez des dates de 2013, ce qui n'est pas possible, puisque vous venez de l'installer. Mais si vous regardez en RAW, directement sur le node, vous allez voir la date d'écriture de ces nœuds dans le file name. Parce qu'après, la date aura été réécrite. Donc ça, c'est bien, surtout en cas de malware, ce genre de choses, de pouvoir identifier, tiens, il a été écrit à telle date, et le mec l'a probablement pas réécrit, parce que c'est vraiment chiant à faire. Enfin, on a les INDX, où si on recrawl tout notre disque à la recherche de nouveaux répertoires qui seraient encore stockés, on va pouvoir trouver des vieux répertoires qui ont été effacés avec des vieilles informations, ce qui va nous permettre de savoir, tiens, il y avait tel fichier ici, il faisait telle taille, et ainsi de suite. Donc, comme je vous disais, grâce aux tags INDX, qui sont en plus mappés au début des clusters, donc c'est très simple. Vous parcourez un disque, vous allez pouvoir très simplement retrouver les INDX, comme ça, vous allez pouvoir recréer certaines arborescences, dont certaines qui ont été écrasées. Les paddings, en gros, dès que vous écrivez dans un node, donc vous le remplissez, et à un moment, il y a trop de données, donc le node, il éclaterait, donc le chunk va passer en data runs, en non-résident, ce qui fait que les données vont remonter, mais il ne réécrase pas les données qui sont en dessous, parce que ça prendra du temps. Et donc, quand on regarde les nodes, on parse le chunk, et si jamais à un moment, il y a le chunk qui est terminé, et qu'il y a encore des données en dessous, c'est des données qui appartenaient au node précédent. Et ça peut être intéressant de les récupérer, on peut peut-être choper quelques informations intéressantes. Côté malware, on voit quelques malwares qui utilisent des ADS. Alors après, la question que j'ai envie de vous poser, c'est concrètement, c'est quoi un ADS? Parce qu'on voit pas mal de littérature qui n'est pas toujours très claire sur le sujet. Et nous, on va essayer de voir en RAW sur le file system, dans un volume NTFS, qu'est-ce que c'est qu'un ADS. Alors,
un ADS, quand on écrit sur le disque dur, Toto par exemple, on peut faire un ADS, donc on fait 2 points, un autre nom, Titi, et Titi sera l'ADS de Toto. C'est cool, ça vous pouvez faire écho dans Toto de point Titi, ça marche. Ça, en fait, c'est juste un $data, donc un chunk, le chunk de données, qui va être écrit avec data. Sauf que ce chunk, on a vu tout à l'heure que chaque chunk pouvait avoir un nom. Par défaut, la taille du nom est de 0, donc il n'y a pas de nom. Et quand vous écrivez dans un fichier, il n'y a pas de taille de nom. La taille de nom est 0. Donc c'est le flux principal, le flux standard. Mais vous pouvez mettre un nom. Si vous mettez un nom au data, eh bien vous obtenez donc un ADS, un alternate data stream, et cet ADS est stocké dans notre fichier. Si on regarde concrètement ce que ça donne, donc j'en ai mis un dans Earth, on a donc Toto avec l'ADS Titi, et si on regarde en RAW sur le disque, on va voir qu'on a un autre flux, 0x80, avec en bleu Titi, qui est le nom du fichier, et derrière, en vert, les données. Et donc, c'est bien stocké dans le node. C'est pour ça qu'un ADS n'est pas vraiment un fichier, c'est juste un autre bloc de données qui est rattaché à notre fichier, qui est nommé dans notre fichier. Donc, si vous voulez supprimer les ADS, comme ça, c'est spécifique à NTFS, vous prenez le fichier, vous le foutez sur une clé USB en FAT32, vous le remettez sur le disque dur, sur votre disque NTFS, c'est bon, l'ADS, il est parti. Autre chose de cool qu'on peut voir, alors là, j'ai repris 2 attaques relativement importantes, Regin et Zero Access. Eux, ils utilisaient les Extended Attributes. Alors les Extended Attributes, c'est un peu moins connu. En gros, c'est un vieux format legacy dégueulasse pour réussir à transférer des données avec OS2, à stocker des données de OS2. Et normalement, c'est pas utilisé. En pratique, j'en ai déjà vu. Il y a des softwares qui font de la merde et qui en mettent. Mais normalement, il n'est pas censé y en avoir. C'est un vieux format legacy, mais qui est encore dans NTFS et qui est utilisé, entre autres par Regin et Zero Access. Ils sont stockés dans les nodes EA Information et EA qui contient les données. Si on regarde ici, on a donc Toto, qui n'a pas d'ADS, mais il a d'autres flux alternatifs qui sont nommés également, qui sont les Extended Attributes. Et là, on a donc le E0, donc le EA, avec EA qui est son nom, et derrière, j'ai écrit Datas, donc en rouge. Donc on voit qu'on a encore d'autres flux alternatifs à cause de la compatibilité avec des vieux systèmes qui peuvent encore être exploités et qui sont exploités par des malwares. Un cas qui m'intéresse particulièrement, j'ai beaucoup aimé dans le style, c'est en gros, Flame attaquait des ordinateurs sur des réseaux déconnectés, ce qui est assez classe en soi. Sauf que pour dialoguer avec le PC à distance, c'est pas super simple, quoi. C'est bon, il y a des trucs en Wi-Fi, tout ça. Shippey, il a été présenté des communications avec tout ce qui est trou magnétique. Là, on va se baser sur le fait qu'il y a des personnes qui passent à une clé USB d'un poste à l'autre. Donc, on voudrait pouvoir mettre un fichier sur la clé USB pour pouvoir dialoguer avec notre réseau compromis. Mais ce fichier, on ne voudrait pas que le mec il le voit, que l'utilisateur le voit, parce que s'il voit le fichier, on passe quand même sur un réseau sensible. Et donc, voir un fichier un peu louche, il risque de se faire griller à un moment. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre un fichier comme ça, très visible, et il y a aussi l'antivirus qui va scanner les fichiers de notre clé. Et on n'a pas spécialement envie de se faire griller par l'antivirus. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Eh bien, ce qu'a fait Flame, et c'est très malin de sa part, il a créé un fichier qu'il a renommé point. Point, à la racine, si on se souvient bien, c'est l'index, c'est notre index root, c'est la racine. Donc c'est le répertoire de notre current directory. Et donc, quand le file system il va voir ça, lui il va remonter le point. Il va dire ouais, non mais ça c'est pas un répertoire d'administration, donc c'est bon, je te le remonte. Ouais, mais au-dessus, il va le voir, il va faire non mais point c'est le current directory, je m'en fous, allez on saute. Et résultat, de cette façon, l'antivirus, lui, quand il va vouloir accéder à point, il va arriver sur le répertoire local, donc cool story, bro, non, c'est répertoire. Donc bon, voilà.
Et vous, par contre, vous allez accéder en RAW sur votre file system et vous allez pouvoir lire les données et réécrire dedans. Donc ça, c'est plutôt classe. Une autre idée, très intéressante, c'est de se faire protéger par le kernel lui-même, par NTFS lui-même. En gros, je vous ai dit, les index de 0 à 31 sont là pour le management internal de NTFS. Donc c'est des fichiers qui sont très importants. Sauf qu'il y a quelques trous, genre l'ID 13, 14, qui sont prévus, qui sont alloués, qui sont prévus pour plus tard, mais qui sont pas utilisés. Ce qu'on peut faire, c'est écrire un fichier avec tout ce qu'on veut dedans, prendre son node, faire copier et le recoller sur l'un des nodes 13, 14, et donc on va réécrire notre fichier à la place ici, et on va être protégé par le système lui-même, puisqu'il ne voudra pas qu'on accède à ces nodes-là qui sont pour le management internal. On l'a vu avec $extend. Il ne faut pas oublier aussi de réécrire la liste des fichiers, l'index de tout à l'heure, parce que sinon il ne va pas le voir. Et résultat, ce que j'ai fait sur un système, on le voit ici, il n'est pas accessible, on ne le voit pas, et si on essaie d'y accéder, on n'y accède pas. Je l'ai mis à l'inode 13, on a $malware, et il a 16 octets à l'intérieur, et puis tout se passe bien, hein, ça a l'air cool la vie. Donc ça, c'est un point intéressant que j'ai pas encore rencontré, peut-être après cette presse, j'espère. Mais en tout cas, on se fait protéger par NTFS lui-même, ce qui est plutôt cool. Alors ensuite, un autre matin, je discute avec des collègues, et je fais « Ah mec, vas-y, ce serait cool de faire de la merde un peu sur NTFS et voir comment le driver NTFS réagit. » Ouais, mais attends, le driver NTFS, il voit tellement de merde par tellement de software que, jamais il va cracher, quoi. Enfin, vu ce que font certains éditeurs, tu peux pas faire pire, c'est pas possible. Ça, je suis assez d'accord. Donc, ouais, mec, je suis complètement d'accord. En plus, ça fait 25 ans, il a dû en voir des trucs fuckés. Ouais, mais je vais quand même essayer, on va voir. Donc, résultat, j'en suis arrivé à peu près à là. Hop, on va mettre lecture. Alors, donc ici, j'ai juste plugué une clé USB et on voit qu'il y a eu un petit blue screen de NTFS.6. On le voit ici. Ça, je l'ai fait lundi. Donc, cette vuln n'est pas patchée par MS. Là, je l'ai fait sur un Windows 10 que j'ai mis à jour aussi lundi. Cette vuln n'est pas patchée. MS, je l'aurais remonté, oui. Ils m'ont dit, on s'en bat les couilles. Donc, ok, one fix. Hein. C'est pas grave. Bon, on va quand même un peu en parler. Donc, c'est bien NTFS.6, hein, c'est le driver NTFS, je ne cheat pas. En gros, voilà ce qu'on a. Donc, annule des refs dans increment close point. Alors, ok, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe, plus précisément. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu éclaté les données un peu partout, ce qui fait que NTFS, il n'arrive pas à retrouver ses petits. Sauf que j'ai pas tout éclaté, ce qui fait qu'il y a pas mal de structures de base qui marchent encore. Et donc il fait je vais essayer de récupérer la main, je vais essayer quand même de la monter. Parce que ce qui est le plus important, même quand on arrache une clé complètement comme un port, c'est quand même de pouvoir la monter pour l'utilisateur, quoi. C'est plus important. Donc on va quand même la monter. On fait NTFS Initialize Directory sur ces $extend, $rm metadata, $txf. Et ça, en fait, ça fait partie des répertoires qui sont du management internal. Ils sont toujours là, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là, puisqu'ils sont mis dès le début, ils sont inaccessibles après. Sauf que moi, j'ai retouché directement mon file system. Vous avez vu, avec une belle clé USB, j'en fais ce que je veux, quoi. Et donc, il se dit, il s'est jamais dit, tiens, ouais, mais quand... étant donné que c'est un répertoire interne, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là, donc je ne vais quand même pas checker qu'il me retourne un pointeur à 0, quoi. Si, en fait. Et donc, voilà. Là, en fait, j'ai réécrit le $i30 dont je vous parlais tout à l'heure. Résultat, il veut ouvrir le répertoire, il veut récupérer un handle dessus, sauf qu'il fait « mec, c'est pas un répertoire, ça marche pas ». Et donc, il remet 0, et lui, après, il dérève 0, tout simplement parce qu'il n'a pas fait gaffe. Alors, une autre vulne, cette fois-ci qui a été patchée par MS, m'a surprise un peu plus. En gros, on a donc virtual address for the attempted execute avec PTE content. En gros, ça veut dire que la PTE, donc les droits,
c'est en non-execute, en kernel, ce qui a l'air pas cool. Si on regarde un peu plus, on voit que l'EIP est à peu près égal à ESP. On est en train d'exécuter notre pile en kernel. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc le PC, il kiffe pas du tout, et il blue screen pour le coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans NTFS, vous savez, on peut faire clic droit et compresser des fichiers. Clic droit, propriété, et on a une petite case à cocher pour compresser. En gros, on va dans la MFT, on va sur le node, on va sur le $data, et après on va à l'offset 0xC, qui va contenir nos informations. Est-ce que c'est chiffré, est-ce que c'est crypté, tout ça. Normalement, si c'est crypté, c'est à 1, mais Windows implémente plusieurs, si c'est compressé, c'est à 1, mais Windows implémente plusieurs méthodes de compression. Et donc, on peut mettre d'autres valeurs. Et il est tellement sûr de la compression qu'il va appeler directement donc get compression workspace. Ça lui permet d'avoir un espace pour pouvoir derrière décompresser le buffer. On voit ici que l'argument est pris et il est directement utilisé pour déréférencer dans un tableau. Sauf qu'il y a un petit truc. Alors c'est sur Windows 7 32 bits. Le mec qui a codé la structure, je pense qu'il a fail à un moment, parce qu'il a dû l'écrire ou mal faire sa déclaration et le mettre que en 64, ce qui fait que en fait, la taille de structure de 64 bits a été appliquée sur le Windows 7 32 bits. Et résultat, quand on prend une taille de structure de 64 et qu'on l'applique sur du 32, à un moment, ça overflow. Et résultat, en fait, on a bien tous nos handlers de décompression qui sont présents. Et juste après, on a deux handlers à 0 qu'on peut appeler. Donc on peut faire un call à 0 directement. Il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi appeler RTL décompress buffer. Et là, c'est un peu moins cool quand même, parce que le truc, c'est qu'en dehors d'appeler juste une autre fonction, si on regarde le nombre d'arguments, au début, nous, on a 3 arguments. Puis, donc, on peut faire notre call à 0, comme on peut se déplacer dans le tableau. Mais après, RTL décompress buffer, lui, prend beaucoup plus d'arguments. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le blue screen, concrètement? Il a dépilé beaucoup plus d'arguments que ce qu'il aurait dû, ce qui fait qu'il est dans l'intérieur de la stack, des données de la stack précédente, et il va faire un return sur un pointeur qu'il avait en noyau dans sa pile. Et donc forcément, il n'a pas kiffé. Donc voilà, ça, celle-là, ils l'ont patché. Donc voilà pour les deux vulnes. En conclusion, puisqu'on y arrive, NTFS, c'est vraiment marrant à regarder. Par contre, on pleure vraiment du sang. C'est vraiment douloureux comme format. Vous avez vu les data runs, les checks d'intégrité, tout ça. C'est pas forcément toujours rigolo. Il y a des choses, si vous prenez la peine de regarder, il y a vraiment des choses intéressantes à regarder. Enfin, à trouver plutôt. Et c'est toujours marrant de regarder vraiment en bas niveau un file system pour bien comprendre comment il fonctionne. Les codeurs de malware, eux, ça, ils l'ont bien compris. Et on voit, ils utilisent des ADS, des extended attributes et encore plein d'autres choses. Donc, si nous, on s'y intéresse pas pour essayer de hunter, de faire ce genre de choses, eux, ils le font et ils auront des coups d'avance, ce qui n'est pas le but de la manœuvre. Enfin, même si NTFS a vu plein de races dans tous les sens, ça n'empêche pas de toujours avoir quelques bugs à droite, à gauche. Et des bugs qui sont triggables avec une clé USB qui serait laissée sur un parking, ça rappelle un peu Stuxnet, bien que Stuxnet le faisait en userland. Mais voilà, il y a des vraies attaques qui peuvent se mener avec ça. Et quand on regarde un peu loin, en fait, il peut rester encore 2-3 choses. 2 références, Joachim Schitt, qui a fait plein de travaux sur NTFS, sur tout ce qui est forensique, qui sont très intéressants. Et la doc de NTFS que j'ai utilisée en dessous. Donc voilà, merci pour votre attention et avez-vous des questions? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? Il doit y avoir des questions. Une question tout au fond. Tout au fond, levez la main parce que sinon on ne peut pas vous apporter le micro. Merci. Juste une question, ça t'a pris combien de temps de développer le parseur NTFS? En gros,
un mois avec d'autres trucs à côté, puisque je le développais pas juste pour parser, je le développais aussi pour faire un différentiel avec ce qu'on voit en software, pour en fait voir s'il y a un malware qui essaie de se cacher. Bah, faire un mois en soft, alors quand je fais un LS, j'ai ça. Et toi? Ah, il en manque un. Et donc voilà, je développais plusieurs trucs à côté, mais voilà, en gros ça m'a pris un mois. Ouais, donc ça va, c'est pas un boulot monstre non plus, quoi. Il y a Non, non, c'est pas énormissime. C'est un peu de boulot quand même. Moi j'ai une question con, mais sous Linux il y a déjà des drivers NTFS. Pourquoi est-ce que tu t'es pas basé dessus pour comprendre comment ça fonctionnait? Parce que déjà, je regarde pas les codes de Linux. Et puis j'avais une doc qui était certes partielle, quoique très peu de choses sont old, mais j'avais une doc à côté. Et en fait, relire du code source pour revoir ce qu'il va parser et mettre en mémoire chacun des éléments, je trouvais ça encore plus douloureux que regarder la doc fait avec des tables en HTML. Ça se tient, ok. Et du coup, oui, pour rejoindre ce qu'il disait, sous Linux, on a NTFS 3G qui permet de monter justement les fichiers NTSF. Et c'était pour savoir si il serait faillible par rapport à la clé, justement. J'ai pas regardé. Ok. Non, pour de vrai, si j'ai plugué la clé, donc celui-là il a pas craché, mais j'ai pas essayé de le titiller un peu. Ok. Puisque ma target c'était vraiment du Windows pour du Windows, parce que NTFS on m'a dit que c'était super safe maintenant et j'ai voulu donner tort au mec. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai pas regardé Linux, mais à mon avis, enfin, il y a tellement de merde que ça peut pas bien se passer. Pas tout le temps. Ok, merci. Oui. Merci pour votre présentation. Quelle serait votre vision par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué par rapport aux antivirus du marché? Comment ils traitent en fait ces problématiques-là? Si vous avez une vision là-dessus à nous partager. Par rapport aux antivirus? Oui. Les antivirus du marché, la plupart du temps, ils font des accès aux fichiers pour garder les fichiers. Donc en gros, c'est ce que les fichiers auxquels les utilisateurs peuvent accéder qui les intéressent à regarder. Donc moi, je rentre pas dans ce cas-là. Je suis sur du malware qui corrompt des données sur une partition. Après, je ne crois pas avoir connaissance, mais après voilà, c'est juste ma connaissance, je peux complètement me tromper, et n'hésitez pas à me faire un retour si je me trompe, il n'y a pas de souci. Mais je ne crois pas qu'il y en ait qui regardent en RAW le file system pour identifier s'il y a des problèmes ou s'il y a des fichiers comme ça qui sont redondants. Après, s'il y en a qui le font, bah, très bien, et j'aimerais bien savoir lesquels parce que ça m'intéresse, oui. Et ben merci à tous. Bravo.